Est-ce que vous vous êtes déjà baladé? Je me doute bien que oui, mais est-ce que vous êtes déjà un peu perdu en le faisant? Oh, pas perdu, seul au monde, dans une forêt immense et inquiétante alors que le soir tombe doucement. Non, juste un peu perdu. Vous ne reconnaissez pas où vous êtes, tout vous paraît un peu nouveau et inconnu, mais ça va. Vous savez que vous n'êtes pas loin du chemin. À ce moment, il se peut que vous ressentiez une sensation étrange, un mélange d'émerveillement et de sentiments aventureux, l'impression de découvrir quelque chose d'unique et de merveilleux par sa simplicité, alors qu'à la maison, un foyer chaud et douillet vous attend. Hilda est une série qui parvient à émuler ce sentiment. Une série qui parvient, par sa simplicité, sa tendresse et son doux sentiment d'aventure, à proposer un récit incroyablement bien construit, tendre et cosy pour un public qui, en ces temps durs, en a plus que jamais besoin. Alors aujourd'hui, nous étudions pourquoi et comment Hilda parvient à nous emporter dans sa tendre aventure. Un plaid et un thé chaud sont recommandés pour le visionnage de cette vidéo. Aujourd'hui, abreuvés public que nous sommes, nous ne nous laissons plus le temps d'une lente découverte. Bien souvent, une série devra nous charmer dès son premier épisode, pour attirer notre attention et se montrer digne de notre temps toujours plus précieux, capter notre intérêt et nous emmener dans son monde et son ambiance, et ce, avec le plus de rapidité possible. Hilda parvient à réaliser cet exploit en à peine quelques secondes, quelques minutes tout au plus, avant même que son récit ne commence. Pourtant, la série est loin d'être une œuvre d'action qui attire l'œil, au contraire. C'est un récit calme et doux qui met une emphase toute particulière autour de son ambiance et son univers original. Et si tout bon récit comme critique doit disposer d'une ouverture présentant son sujet, Hilda nous présente une ouverture particulièrement soignée. Après un générique sur lequel nous reviendrons, que nous est-il présenté ? Un oiseau un peu étrange représentant bien le style visuel de la série, ainsi que son chara-design avec ses grands yeux pleins d'émotions. Une ville paisible entourée de grands murs mais à la porte grande ouverte, puis des montagnes descendant tranquillement vers une vallée tout aussi tranquille où une simple petite maison occupe les lieux. Un peu plus loin, une grande cascade entourée de nature voit sa base être explorée par deux petites ombres. La jeune fille saute sans peur sur le rocher, manque de perdre son livre, mais il est rattrapé par son étrange petit compagnon. Quand un grand esprit d'eau se lève sous elle pour la faire traverser, elle arbore un grand sourire émerveillé. Puis elle continue de marcher dans sa petite aventure, découvrant un nuage solitaire, la couvrant de neige, puis un troupeau de woofs qui ont clairement parmi les designs les plus cute de tous les temps, avec lequel elle s'amuse. Et enfin, elle se pose devant la statue d'un troll et notre récit commence. 2 minutes dans le récit et nous avons déjà en réalité tout ce qu'il y a à savoir sur notre personnage et son univers. Hilda est une jeune fille aventureuse et débrouillarde, amoureuse de la nature et des merveilles qui y vivent, dans ce monde où créatures du folklore scandinave et esprits sont une réalité tangible pour tous. La suite de cette introduction nous présentera plus en profondeur le caractère de la jeune fille. Aventureuse, certes, elle est également imprudente et se met en danger toute seule, mais elle est également brave et compassionnée. Hold on, Mr. Troll. It's okay. I can fix this. En quelques minutes, on comprend parfaitement le récit devant lequel on va être durant ces 2 saisons merveilleuses que la série nous propose. Nous sera proposée une série de 12 aventures où on suivra Hilda et ses amis, déjà rencontrés dans le générique, découvrir ce monde rempli de créatures étranges et fascinantes, mais finalement aucunement maléfiques. Car oui, dans Hilda, pas de méchants, pas de vilaines créatures fomentant un terrible complot, même pas vraiment d'opposants à nos héros. Même les 2 seuls antagonistes de la série ne le sont pas vraiment, mais nous y reviendrons plus tard. Ici, nous découvrirons des elfes petits et sympathiques, avec une fascination étrange pour l'administratif, et dont l'un d'entre eux, Alfur, deviendra l'un des compagnons de notre héroïne, mais aussi les Nessa, petites créatures velues vivant dans les recoins perdus des maisons, récupérant les objets tombant entre les coussins du canapé ou derrière les étagères, les Wolves, des elfes un peu plus sauvages, un dragon jardinier, des esprits de l'eau, des trolls se changeant en pierre au soleil, ou des Vitras, petites créatures vivant sous terre, au caractère pour le moins ronchon. Well, then I guess you're not as smart as you think you are. You're very rude.
And you have all the charm of a rock-chewing slug! Un bestiaire complet et fascinant qui donneront au public matière à en imaginer plus et bien des soucis à notre petit groupe au cours d'un récit cosy mais pourtant rempli de très bonnes thématiques. Le récit en lui-même commence qu'ensuite à une vicissitude du destin prenant dans une ironie assez intelligente la forme d'un géant piétinant par inadvertance la maison de Hilda alors qu'elle-même se comportait de la même manière avec les demeures des petits elfes sans même s'en rendre compte. Forcée à déménager et nouvellement installée à Trollbourg, Hilda va être confrontée au nouveau monde de cette ville. Elle, qui a grandi toute sa vie dans la nature, est au départ très peu réceptive à cette nouvelle vie, mais rapidement accompagnée de Frida et David, elle va pouvoir vivre moultes aventures et apprendre à grandir. Composée majoritairement d'épisodes à trame unique avec début, milieu et fin, Hilda ne propose pas vraiment de scénario filé à proprement parler. Pourtant, la série a bien des thématiques qui sont profondément ralliées à sa narration, voire même quelques thématiques filées sur la durée. En premier lieu, c'est bien évidemment une œuvre qui donne la part belle à l'exploration, ainsi qu'à l'amour et au respect de la nature. Hilda est une jeune fille qui a très fortement à cœur la défense de ce monde, parfois mal compris par ses camarades humains, tout comme par les adultes qui l'entourent. Elle aime la nature et les grands espaces et fera tout pour prouver que ce sont des endroits dignes d'intérêt tout en adorant faire découvrir leur côté merveilleux à qui le veut. Cela paraît bien sûr relativement évident au vu du visuel de la série qui fait la part belle au merveilleux de cette même nature et de ce monde. La subtilité étant selon moi que la série nous présente deux types d'émerveillement représentés par les réactions de Hilda et de sa mère. Hilda transmet un émerveillement d'enfant, elle fait face à l'incroyable avec un sourire radieux sur le visage et une admiration sur ce qui se déroule sous ses yeux. Elle est fascinée par ce qui prend place devant elle et on oublie que ce même merveilleux peut être dangereux pour elle. Le troll finissant par poursuivre la jeune fille alors que trop absorbée par son dessein, elle ne s'était aperçue que le soleil se couchait. Ou alors elle sympathise avec le géant pour finir par se mettre en danger et provoquer la destruction de sa maison. La mère de Hilda, Johanna, elle présente un émerveillement plus cartésien, dirons-nous. Elle est aussi admirative de sa fille, de ce qu'elle voit, mais elle le traite avec plus de respect, conscient du caractère à la fois unique de ce qu'elle admire, mais également soit de son caractère potentiellement dangereux, soit presque divin. Have you ever seen anything like this? I don't think anyone has. Ce personnage de Johanna est d'ailleurs très intelligemment traité et me permet de mettre en avant le fait que Hilda est avant tout une série faisant la part belle au relationnel. C'est au travers de ses relations, beaucoup plus que de ses actions, que Hilda va grandir et apprendre. Et tous ces personnages portent sur eux la qualité de la série et une grande partie de son charme. Et en premier lieu, parlons un peu de ce qui forme une grande partie du cœur de la série. Hilda et sa mère ont une relation particulièrement touchante et qui sera un des fils rouges thématiques principaux de la série. Élevant seule sa fille, pour le moins intrépide, Johanna est montrée comme une mère idéale. Elle partage la passion de sa fille, lui laisse son jardin secret, la traite toujours avec respect sans jamais l'infantiliser et ne la bride jamais dans ses passions. Pourtant, la série ne fait pas l'erreur d'en faire trop. Ce comportement qu'elle a n'est pas appuyé par une surenchère qui aurait voulu présenter son attitude comme sacrificielle. Ce n'est pas le cliché de la mère célibataire en deuil ou qui se saigne aux 4 veines pour sa fille. Au contraire, Johanna semble aller plutôt bien dans sa vie. Elle est heureuse de la relation qu'elle a avec sa fille et va souffrir autant que cette dernière de la détérioration de cette même relation au cours de la saison 2. Si elle est aussi positive, c'est uniquement car c'est une personne profondément bonne, et un des meilleurs exemples d'éducation positive que j'ai vu dans un dessin animé. Si Hilda est un exemple à suivre pour les jeunes enfants, Johanna, elle, l'est pour les parents. Même quand sa fille va vivre des choses dures, elle ne va pas tenter d'adoucir la situation, et partagera la peine de sa fille en tentant de la réconforter, en lui parlant avec tout le sérieux qu'un tel moment requiert. Everything's changed, hasn't it? Yes, but it's the way of the world for things to change. It wasn't for nothing. We'll always have our memories of this place. But that's all it is. Memories. Our house is gone, the mountain's gone, our life here's gone, and now Twig's gone too. Oh, Hilda. L'évolution de cette relation qui va se tendre entre Hilda et sa mère est au centre des moments les plus émotifs de la série. Ainsi, la seule et unique dispute entre Hilda et sa mère marque d'autant plus qu'on a pu voir à quel point leur relation était forte et à quel point les deux tenaient l'une à l'autre. Cette même scène finissant sur une très belle chanson par ailleurs écrite par la doubleuse de Hilda est reprise et traduite par toutes les autres doubleuses et qui dans son texte souligne à quel point Hilda est loin d'être parfaite et est responsable de la détérioration de cette relation et à quel point elle n'apprend pas de ses erreurs malgré son envie de bien faire. La série le soulignant d'ailleurs très subtilement dans son générique. Si dans le générique de la saison 1, Hilda saute dans les bras de sa mère et que celle-ci la projette vers le merveilleux,
merveilleux, dans celui de la saison 2, elle évite sa mère en passant entre ses jambes pour trébucher juste après, soulignant que sans le soutien et l'amour de sa mère, Hilda ne peut que trébucher et sombrer. Johanna est au final un des personnages les plus importants de la série, toujours là pour sa fille, toujours à essayer de la comprendre, toujours à vouloir son bien et son bonheur. C'est une mère foncièrement positive et un exemple parfait de bon parent qui parlera à un public plus adulte. C'est pourquoi cela fait aussi mal de voir Hilda lui mentir si souvent, de lui cacher des choses et de la laisser morte d'inquiétude. Elle veut profondément une bonne relation avec sa fille, et même quand elle la punit, si elle garde sa contenance devant sa fille, elle s'effondre en pleurs dès que celle-ci a le dos tourné. Hilda, voyant cela, comprendra à quel point elle a fait souffrir sa mère et changera, comprenant que ses actes ont des conséquences sur les autres. Les scènes de Johanna sont parmi les plus émotives de la série et du film. C'est déchirant quand on comprend ce qu'elle a fait pour le bonheur de sa fille, de la voir ainsi souffrir de l'absence de celle-ci, incapable de la savoir en sécurité ou non. Même quand elle s'emporte contre le petit troll qui a remplacé sa fille durant les événements du film, elle le regrette instantanément. Cet enfant a après tout peur lui aussi, et comme elle, sa famille lui manque. Si Johanna devait creuser la montagne de ses propres mains pour retrouver sa fille, elle le ferait. Et ce sont durant les moments où Johanna craque, où son espoir commence à baisser, qu'on se rend compte d'à quel point elle se repose énormément sur sa fille, et à quel point ces deux femmes sont complémentaires. Je pense sincèrement que tout enfant devrait pouvoir prétendre à ce type de relation avec ses parents. Et cette fille qui lui est si chère n'est pourtant pas aussi parfaite que l'on pourrait le croire. Hilda est ainsi profondément humaine. Oui, Hilda est débrouillarde, courageuse, intelligente et a le cœur là où il faut, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas de défauts. D'ailleurs, au fond, ce sont les défauts de Hilda qui forment le cœur de la série et du personnage. Elle est courageuse, certes, mais elle est également imprudente et se met en danger, elle et les autres. Elle est intrépide, oui, elle l'est, même quand cela heurte les gens autour d'elle. Elle est intelligente et débrouillarde, bien sûr, mais elle a tendance à croire que cela la place au-dessus des autres et au-dessus des règles de son monde ou de ses proches. Hilda est ainsi un personnage foncièrement positif, oui, mais qui parfois, par imprudence ou audace trop insistante, fait le mal sans le vouloir. C'est autour de cet axe que se développe son évolution. Hilda va être au cours de la série mise face notamment aux deux seuls personnages pouvant porter l'appellation antagoniste, et qui se révéleront être des miroirs de la jeune fille. La première de ces entre guillemets antagonistes est Victoria Van Gale. Hilda porte en très haute estime cette météorologiste dont elle a découvert l'émission de radio. Aux yeux de la jeune fille, elle incarne une possibilité d'avenir qui la fait rêver. Victoria vit seule dans la nature, elle semble avoir une connaissance encyclopédique de ce qui l'entoure, elle est intelligente et passionnée et possède cette petite graine d'étrangeté et de folie qu'Hilda apprécie tant et possède également. Mais Victoria est également inconsciente et de par ses actes met en danger la ville entière. Elle ne voulait pas mal faire, c'est quelqu'un de bon qui cherchait à prédire puis à manipuler la météo pour le bien de la ville. Mais incapable de réfréner ses envies de recherche, elle en vient à kidnapper un enfant esprit du vent qu'Hilda va devoir libérer. Voulant faire le bien, ses actions résulteront en une immense tempête qui menacera de détruire la ville, et finalement, quand Hilda libérera l'esprit, c'est sa maison qui finira détruite, l'œuvre de sa vie jetée au bas de la montagne par le résultat de ses propres actions. Et comme Hilda, Victoria n'apprend pas de ses erreurs. On la recroisera ainsi plus tard dans la série. Elle semblera pourtant repentie, vivant dans la nature et s'étant liée aux animaux, mais elle est pourtant toujours aussi incapable de réfréner ses envies aventureuses et cherchera à créer elle-même un Nyssa artificiel pour accéder à leur dimension secrète. Pourtant, encore une fois, elle n'a pas de mauvaises intentions, elle ne cherche ni pouvoir pour elle-même, ni la domination sur quoi que ce soit. Ce qu'elle fait, elle le fait pour donner aux humains de la ville de l'espace où se développer sans détruire la nature autour d'eux. Elle le fait pour protéger ce monde qu'elle aime profondément et ces gens qu'elle veut sincèrement aider. You've got to turn this thing off right now. Why? I'm finally on the brink of doing something wonderful, something truly good for the world. Mais elle ne sera écoutée ni mise en garde de la part du Nyssa, ni appel à la raison de la part de Hilda et ses amis. Obsédée par son idée et n'accueillant aucun avis extérieur, persuadée qu'elle est du bien fondé de ses actes, elle ne prend pas en considération les conséquences de ces mêmes actes, ne voit pas que ses actions affectent les Nyssa et leur lieu de vie, ne se rend pas compte qu'elle ne maîtrise plus rien et est dans une course en avant permanente. Et au final, elle finira par être punie pour cela, disparaissant devant les yeux de Hilda, incapable de se détourner de ce qu'elle a fait et ultimement persuadée de faire avancer le monde avec elle, finissant téléportée dans un lieu inconnu qui visiblement lui apportera un funeste destin. Van Gale est sans doute un des personnages les plus intéressants pour Hilda, car la femme n'est rien d'autre
que la jeune fille se regardant dans un miroir. Hilda aussi est intelligente, un peu étrange à sa façon, comme Wendell, et comme elle a le cœur au bon endroit. Mais comme elle est incapable de voir que ses actions peuvent ultimement faire souffrir. Comme elle veut faire le bien, mais selon ses propres termes, et un jour, si elle ne grandit pas, elle finira comme Van Gale, par faire quelque chose dont elle ne pourra pas revenir, et rencontrera un destin aussi funeste que la scientifique. Un très bon exemple de cela prend place lors de l'épisode où Hilda, bien que punie pour avoir une fois de trop désobéi à sa mère, et s'étant mise en danger sans considération pour la peine et l'inquiétude qu'elle infligeait à ses proches, va encore une fois désobéir, par l'intermédiaire d'un magazine magique dont son vieux voisin se sert pour revivre la soirée où il n'a osé suivre la femme dont il était tombé amoureux. Elle va tenter de combattre le temps lui-même et permettre aux deux individus de vivre une longue vie de bonheur. Mais ce faisant, elle brise les lois du temps et les conséquences cette fois la rattrapent. Elle voit une version d'elle-même mourir sous ses yeux. Le vieil homme subit également le même sort, alors que le verre temporel efface lentement l'ancienne timeline pour permettre à celle qu'elle a créée d'exister. Seul le sacrifice déchirant de ce couple ayant vécu une longue vie heureuse sauvera la jeune fille, malgré l'injustice que cela représente à ses yeux. This isn't fair. You two are clearly meant to be together. We know, but not like this. I'm glad we shared a life together, even if it's to be erased. We lived it. That can't be erased. That's what matters. Et comme le dit la vieille femme, alors que tout est revenu à la normale, en croisant celui avec qui elle aurait pu passer cette même vie heureuse, et pourtant refusant de le rejoindre. Well, go after him. The past is the past. Les meilleures intentions du monde ne changeront pas le fait que tout ne peut pas toujours se passer bien, qu'Hilda le veuille ou non. Le second antagoniste, et à vrai dire le seul personnage qui répondrait à une véritable description de méchant entre guillemets de la série, est bien entendu Erik Alberg. Tout comme Wendell, il incarne au départ un idéal pour Hilda, chef de la patrouille de Trollbourg chargé de défendre la ville et ses habitants face aux créatures de ce monde. Il apparaît tout d'abord comme un personnage positif aux yeux de la jeune fille, un aventurier comme elle qui vit de la découverte de ce monde magique, au contact de la nature et du danger. Il incarne un rêve pour la jeune fille. Pourtant, bien vite, la réalité saute aux yeux de la jeune fille. Erik n'est pas un aventurier, c'est un individu narcissique, pédant et fermé d'esprit qui fait ce qu'il fait uniquement pour sa propre gloire personnelle. Si Van Gale était un avertissement pour Hilda, Erik est l'incarnation de tout ce que la jeune fille rejette et forme son opposé total. Il se moque de la nature et du monde dans lequel il vit, il traite mal ses amis qui pourtant sont de bon cœur, il ne cherche que la gloire personnelle et incarne par ses actes ce que Hilda rejette de tout son être. Il pousse les gens à craindre le magique, décrit les trolls comme des menaces qu'ils ne sont pas, crée des outils qui n'ont pour effet que de briser l'équilibre entre les hommes et cette nature, pourtant pas si dangereuse que ça quand respectée. Il fait de plus cela en mettant les gens de Trollbourg qu'il est censé protéger en danger, alors qu'il s'attribue le mérite des actions de Hilda qui tente comme elle le peut de contrer ses actes. Hilda, même avec tous ses défauts, se moque de ce que les autres pensent d'elle et fait ce qu'elle fait car certes elle en a envie, mais avant tout car elle veut faire le bien, ni pour une récompense, ni pour un statut. Et ultimement, Erik incarne autre chose, un autre discours un petit peu plus subtil de la série. Et ce discours pourrait être résumé en une phrase. Les murs sont inutiles. Trollbourg a bâti autour d'elle une large muraille pour garder les trolls éloignés, pour protéger ces gens de la magie et des créatures du monde. Mais à quoi sert ce mur au final ? Au final, la magie est présente partout en ville. Le roi des rats dans les égouts, des Nissa dans les maisons, des vitras dans le sol, un dragon dans la baie, l'homme de bois entre et sort à sa guise, un kraken vit dans l'eau, et un oiseau tonnerre est même célébré chaque année par la ville, alors que le cimetière est rempli d'esprits et les os de drogueurs. Et les trolls. Après tout, c'est principalement pour eux que le mur existe. Eh bien, comme la série le montre, pas grand chose ne les empêcherait de le faire tomber s'ils le voulaient. Et pourtant, le mur est toujours là. Malgré toutes les menaces dont Erik abreuve la cité, malgré la peur sur laquelle il surfe pour faire sa gloire, le mur est toujours là, massif et pourtant inutile dans sa fonction. Les trolls pourtant, comme on le voit dans le film, ont une raison légitime de vouloir le traverser, même une double si on prend en compte ce que dit Hilda. Have you ever wondered why we stay here among these particular mountains, when we are so clearly unwelcome? I always thought it was pretty obvious.
You were here long before Trollbug was. Et pourtant, aucune attaque ne vient. Toutes ces menaces que dénonce Eric laissent pourtant Trollbourg et ses gens vivre leur vie tranquillement, vivant même parfois avec eux, comme les Nissa. Même le gardien des cloches, qui devrait être un défenseur hardi des murs, est au final un ami des trolls qui empathise énormément avec eux et qui est conscient du mal que leur fait les cloches. It's confusing the dwarfs, bothering the elves, distracting the Nissa. It's Allberg's idea. He thinks more bell ringing will keep the city safer. But it won't. It's just causing chaos. And it's about to get a lot worse. Le pire de tout étant que Eric lui-même sait cela. Il sait que les cloches ne font qu'énerver les trolls, en plus de les faire souffrir. Il sait que le mur ne tiendrait pas à une seule attaque de trolls. Et pourtant, il souhaite provoquer un conflit inutile qui briserait un équilibre que la ville maintient sans même se forcer. Eric ment, manipule et incarne une hypocrisie malheureusement trop commune dans notre monde. Prêt à tout briser et à tout détruire pour sa propre gloire et son ego, Eric est le mur. Inutile dans sa fonction comme dans ses actes, incarnant une division qui n'existe que dans son esprit et provoquant souffrance et corruption des cœurs autour de lui. Si les murs sont inutiles, les gens comme Eric le sont également. Mais la série, encore une fois, joue de subtilité et d'intelligence. La patrouille de Trollbourg en elle-même n'est pas négative en soi, et cela c'est le personnage de Gerda qui l'incarne parfaitement. Elle est quelqu'un de bien, qui veut simplement protéger sa ville et ses habitants, mais qui est aussi respectueuse de la nature et des créatures magiques. On la sent frustrée d'obéir à Eric, qui se montre bien incapable de réellement faire son travail. Même si elle n'est pas la plus brillante des enquêtrices, elle veut avant tout bien faire et sait écouter si besoin ce monde magique. Quand Alfur lui fait croire qu'il est un esprit, certes c'est un mensonge, un pieux mensonge, mais elle va collaborer volontiers avec lui, et semble d'ailleurs même extrêmement heureuse de le faire. Pour le bien de tous, elle écoute et travaille avec quelqu'un ou quelque chose qu'elle ne connaît pas, sans peur ni a priori. Si Eric avait été présent dans cette scène, il aurait sans doute forcé sa vision des choses dans la situation, pour le malheur de tous. Gerda, elle, s'adapte et parvient au bien de tous de cette manière, par compassion, bonne foi et bon cœur. Ce bon cœur, on le voit aussi dans ses actes de courage. Gerda assure la sécurité, non pas pour sa gloire, non pas pour son ego, mais de bon cœur, montrant une volonté de tout faire pour protéger les gens qu'elle aime, protégeant de son corps David et Frida d'une explosion sans aucune hésitation, alors que Eric se cache lâchement à côté. Whoa! Get behind the rock! Okay. Yes, I believe I'm all right. Et à la fin du film, on sait qu'elle fera le bien autour d'elle en prenant le poste de chef de la patrouille, qu'un Eric ayant enfin reconnu ses erreurs lui lègue. Et ainsi, ce personnage, au final assez secondaire, se révèle être un véritable exemple pour Hilda et surtout pour le spectateur. Si Van Gale est ce que Hilda risque de devenir sans travail sur elle-même, si Eric incarne tout ce que Hilda rejette et ne doit jamais devenir, Gerda incarne ce que Hilda pourrait devenir si la jeune fille parvenait, en grandissant, à gommer ses défauts. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'à la fin du film, c'est Gerda et non Hilda qui incarne le pont entre trolls et humains. Et pour finir avec cette panoplie bien remplie de personnages, il faut bien sûr aborder parmi les plus importants. Si Hilda peut toujours compter sur sa mère pour la soutenir, si elle peut apprendre de ces adultes qui ont perdu leur chemin ou voir son futur dans Gerda, c'est sa relation avec ses deux compagnons qui va être la plus importante sur la durée. Frida et David vont être les compagnons de route de notre héroïne, et tout comme elle grandit grâce à eux, ils vont grandir grâce à elle. Frida est une jeune fille studieuse et appliquée, bien que cédant parfois à la facilité, et possédant une certaine dose d'arrogance de par son statut de petit génie. David, lui, est un jeune homme timide et réservé, mais foncièrement gentil, qui ne cherche jamais à faire de mal, mais qui ne sait pas s'imposer, et suit le mouvement sans jamais tenter de faire de vagues. Les deux ont ainsi un caractère qui clash fortement avec celui de Hilda. Elle, qui n'a peur de rien et qui souhaite toujours lancer les aventures du groupe, va pourtant devoir s'accommoder de ses deux nouveaux compagnons. La série a alors l'intelligence de ne pas rendre cette acclimatation innée et instantanée. Dans un dialogue avec son public, Hilda se rend compte que le monde ne se pliera pas à sa vision des choses et que des sacrifices sont nécessaires pour que toute relation amicale fonctionne. Cela veut dire comprendre que David, s'il n'est pas brave comme elle, pourra se révéler capable de trouver d'autres chemins pour atteindre leur objectif. Cela signifie accepter que Frida est meilleure qu'elle dans certains domaines, que sa manière studieuse d'appréhender les choses et son respect des protocoles feront de la jeune fille une sorcière bien plus accomplie que son amie.
Mais la série nous montre aussi que c'est une relation donnante-donnante. David va au contact de Hilda sans hardir, sans perdre sa peur et son attitude conciliante, cherchant le compromis avant tout et sa vision positive du monde. C'est d'ailleurs ce qu'il apprendra de manière directe dans l'épisode où, accompagné de Vikings piégés dans une guerre éternelle, il comprendra que la peur qui le mine n'est pas une chose négative en soi, que l'absence de peur n'est qu'une autre manière d'appeler l'inconscience, et que sans peur il n'y a pas de courage. Pareillement, Frida, toute studieuse qu'elle est, comprendra que ses propres actions ont des conséquences, et que son entêtement à ne pas vouloir changer ses habitudes peut détruire les relations autour d'elle. Ensemble, les trois enfants deviendront ainsi des modèles entre eux. Hilda devient plus compassionnée et attentive aux besoins des autres au contact de David, qui lui devient plus affirmé et intrépide au contact de Hilda. Frida devient plus sauvage et adaptative au contact d'une Hilda qui deviendra plus réceptive aux idées ne venant pas d'elle, finissant par accepter de laisser le rôle de la sorcière à une Frida plus compétente dans ce domaine, pour celui moins glorieux du courageux familier au service de la dite sorcière. Et pour finir, je voudrais aborder un dernier personnage. Vous connaissez sans doute l'expression comme quoi il faut un village entier pour élever un enfant. Eh bien, si l'on a à présent vu les acteurs principaux de ce village, il est temps de se plonger dans le village en lui-même. Rarement, le cadre d'une série sera aussi important et impactant pour le ressenti global du spectateur. Trollbourg en elle-même peut être vue comme un personnage à part entière, qui influera beaucoup sur le comportement de la jeune fille. Au début, elle n'y voit que le côté négatif, elle qui a toujours vécu dans la nature, ne comprend pas ce monde et le rejette sans même s'y intéresser. Pourtant, et c'est cela l'aspect intéressant, Trollbourg n'est jamais présentée comme négative. Comme on pourrait le voir ailleurs, Trollbourg n'est à aucun instant présenté comme un lieu paraissant négatif, pas de vision grise de la ville qui déprimerait la jeune fille avant qu'elle ne trouve la beauté en elle. Au contraire, à tout instant, et ce dès les premières minutes d'introduction de la série, Trollbourg est présenté comme un lieu calme, sympathique, aux habitants gentils et de manière générale à la bonne ambiance. Et comme Hilda est rapidement charmée par la ville, le public lui aussi va apprendre à découvrir cette ville où il fait finalement bon vivre. Et les gens qui l'habitent vont eux aussi petit à petit influencer Hilda. On évite ainsi cette opposition ville-nature qui peut certes donner de très bons résultats, coucou Wolfwalker, mais qui est un trope un petit peu éculé. Pas de vilains citadins voulant tout détruire et haïssant sans raison les autres. Même durant le film, ce sont les mensonges d'Eric qui en transforment certains en anti-trolls primaires, même s'ils ont à cœur de bien faire, comme la mère de David par exemple, quelqu'un de bien à qui on a menti pour profiter de sa peur. Les habitants vont montrer à Hilda que bien qu'en ville, on peut vivre en respectant la nature et les esprits, en s'émerveillant du quotidien et en étant aimant et positif. La série cache ainsi plein de petits détails touchants dans ses arrière-plans qui font s'attacher profondément à cette ville et à ses habitants. Tenez, regardez ce petit couple là en arrière-plan de la saison 1, et ben ils se marient là dans la saison 2. Oui, moi j'adore ce genre de détails trop cute. Trollbourg présente ainsi quelque chose de profondément positif parmi sa population, et certainement une des meilleures leçons que le public adulte de la série pourra recevoir. Les adultes de Trollbourg écoutent et respectent les opinions des enfants. À part Eric, aucun adulte rencontré ne balayera les idées et opinions de Hilda et de ses amis du revers de la main sous prétexte qu'ils sont des enfants et que par nature ils ne doivent rien savoir. Les enfants sont traités comme des individus dont l'avis compte et n'est pas dénigré. Ce qui sera d'ailleurs pleinement exprimé par la professeure dans le film face à une réaction que bien des jeunes ont dû entendre quand ils ont commencé à exprimer leurs propres idées. Exactly whose side are you on? We're on the side of peace and communication, the enemies of misinformation and fear. Oh, really? Well, I'd love to hear what your teachers have to say about that. Their teacher is very proud of them and would ask you to move along. Les enfants ont un avis valable sur leur monde, et vivant dans celui-ci, ils ont parfaitement le droit de voir leurs opinions sérieusement écoutées et respectées, même quand cela va à contre-courant de l'opinion des adultes autour d'eux. Most of you have spent your whole lives in Trollberg. Have you ever heard of anyone actually being eaten by a troll? No, not really. You shouldn't have to sit here and be taught lies. And I won't. Ugh, I can't believe algebra was cancelled for this. Ainsi, Hilda, par son choix de présenter un monde foncièrement positif, des personnages originaux et au cœur au bon endroit, parvient sans difficulté à se hisser parmi les monuments de l'animation. Une ode à la simplicité, autant un appel à la nature qu'à la chaleur du foyer, un appel à l'amour de sa famille et de ses amis, le récit d'une mère et d'une fille, d'une enfant et de ses amis face à un monde rempli de dangers et de merveilles, qui n'a au final besoin que d'une oreille attentive à sa voix pour prospérer et montrer à tous ses merveilles.
Rares sont les œuvres que je qualifierais d'universelles. Pourtant, c'est bien à ce titre que prétend Hilda, parvenant à parler autant aux adultes qu'aux enfants, parvenant à autant proposer un récit cosy et délicat qu'une histoire d'aventure palpitante, parvenant à faire rire autant qu'à pleurer, à distiller des bons messages dans une narration émaillée de thématiques intelligemment développées et présentée à un public traité avec autant de respect que ses personnages sont humains. Je ne peux que vous enjoindre à vous rouler dans un plaid avec un bon thé chaud entre les mains et de vous plonger dans le monde si attachant de Hilda. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!